Jean-Luc a répondu à des attaques blessantes, parce que moi je n'accepte pas, une fois de plus, quand je réunis, vous avez, et je vous en remercie, montrer des images, à montrer plus de 1500 personnes qui viennent, cette France populaire qui nous fait confiance, la montrer du doigt comme étant quasiment à mettre à égalité avec l'extrême droite, nous ça nous touche, et ce qu'a voulu dire Jean-Luc avec fermeté, c'est pas ça, voilà, c'est tout, et monsieur Cazeneuve doit entendre que s'il veut critiquer tout le monde, nous aussi, on va lui rappeler des choses qui ne sont pas, me semble-t-il, à son honneur. Vous avez parlé de propos piquants, alors oui. Est-ce que ces propos piquants étaient là pour relancer l'ami dans les législatives? Non, je vous dis que non, je pense la campagne, que ce soit Jean-Luc ou moi, on souhaite d'abord parler sur le programme, c'est ça qui intéresse les Français. Après le reste, les tribunaux verront ce qu'il en est. On a un programme, l'avenir en commun, 357 propositions. Est-ce qu'on peut augmenter le SMIC, oui ou non? Je le propose, passer le SMIC à 1300 €. Est-ce qu'on peut se battre pour la cantine gratuite? C'est ce qu'on a proposé. Ça intéresse les gens. Aujourd'hui, les loyers trop élevés, l'encadrement des loyers, sortir du nucléaire, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut aller vers 100% d'énergie renouvelable en 2050? Est-ce qu'on peut imaginer une autre république, une 6e république, avec le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc, etc. etc. Vous n'allez pas me faire l'intégralité du programme. Mais vous voyez bien que je suis en train de glisser, Yves Calvi, parce que sinon, honnêtement, inviter Jean-Luc Mélenchon, il vous répondra. Moi, je suis toujours à ses côtés, solidaire. Voilà, c'est un homme. Alors là, vous êtes en train de me dire, lui c'est lui et moi c'est moi. Pas du tout. Je suis en train. Pardon, je me semble que je le défends, mais je vous dis, et Jean-Luc serait d'accord avec moi, vous m'invitez, on parle campagne législative. Et là, ce serait donner le point à M. Cazeneuve, ou responsable du Parti Socialiste, qui ne veulent de faire cette campagne qu'une polémique avec nous. Je laisse le Parti Socialiste faire sa campagne, elle est très bien, je la fais, je veux dire, c'est pas moi de la commenter. Ce qui intéresse les gens, je veux vous dire, c'est une chose, venez voter, intéressez-vous. Ces élections législatives sont importantes. En Marche est là, soutient la politique du gouvernement, la droite veut des députés pour en quelque sorte participer lui aussi à ce gouvernement. Chez les socialistes, selon la circonscription, vous avez des gens quasiment qui eux aussi sont pour soutenir M. Macron. Et il propose, M. Macron, de remettre en cause le Code du travail. C'est important, là. Vous savez, vous-même, les gens qui travaillent ici, le Code du travail, ça les concerne tous. Ça, c'est un vrai sujet. Il nous reste 10 minutes. Parlons donc des législatives. Et parlons politique, en fait, maintenant. Votre but, c'est d'être le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron? Mon but, d'abord, c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Voilà. Et je crois que c'est possible. Je crois. Revenons, le 23 avril, il y a un coup de tonnerre qui a frappé sur la vieille scène politique française, qui a explosé, les organisations traditionnelles qui étaient des piliers de la Ve République se sont quasiment effondrées. C'est le cas du PS, c'est pas notre faute, c'est en raison des politiques qu'ils ont menées. La droite aussi est fortement ébranlée par l'émergence d'En Marche, qui est une force politique nouvelle. Mais il y a aussi la France insoumise. Bon, donc là, il y a un président qui essaie de recoller les morceaux à sa façon, lui aussi. On verra, on va en parler tous les deux après, si vous voulez. Mais d'abord, il y a M. Macron qui, au premier tour, fait 24% des voix exprimées et 18% des inscrits. Selon moi, c'est une analyse que je pose, ça donne une base en vérité assez faible. Au second tour, il est élu, et je m'en félicite, mais contre Mme Le Pen dans un rejet de l'extrême droite. Oui. Mais ça ne lui donne pas, à ce stade, une majorité sociale et politique pour dire j'ai les coups des franches pour casser le code du travail, pardon de ce mot excessif, mais pour aller dans une révision du code du travail. Qu'on accepte, non, mais dans le sens de la loi El Khomri, non, mais parce que lui, il va considérer que ça crée de l'emploi. Moi, je crois que c'est l'inverse. Plus on peut licencier facilement, plus ça crée du chômage. Plus on baisse les heures supplémentaires, plus ça crée des concurrences entre les entreprises et une baisse des salaires. Je ne veux pas de ça. J'aimerais avoir l'honneur d'être parlementaire pour dire qu'à l'Assemblée nationale, je résisterai à ça, je défendrai le code du travail. C'est un beau débat, mais on peut le trancher à l'occasion des élections. Je sais que vous n'aimez pas répondre à ce genre de questions, mais combien de députés espérez-vous? Et ce serait assez courageux de l'assumer. Non, mais à ce stade, honnêtement, j'y vais avec un cœur gros comme ça en disant on peut être majoritaire. Ou du moins, on peut créer un bloc suffisamment important pour qu'autour de nous se constitue une majorité qui soit une majorité de progrès. Après, Yves Calvi, vous m'inviterez, peut-être que moi je serai battu, peut-être que je serai élu, peut-être qu'on sera nombreux, peut-être on adaptera la situation. Moi, je suis un démocrate et je m'inclinerai devant le peuple souverain. Vous me parlez... mais je veux avoir pour profil, et c'est important, c'est pas que un élément de communication. Dans ce moment troublé, je veux avoir pour profil la victoire. Pas dire aux gens d'ores et déjà que je suis un opposant minoritaire à M. Macron, parce que je crois que sur mes idées, quand je discute, il y a des gens majoritairement qui disent c'est vrai qu'il y a trop d'inégalités, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui des politiques écologiques, c'est vrai qu'il faut une 6e République. Je rentre dans cette logique avec vous, quelle que soit l'importance du groupe. Est-ce que les députés insoumis arrivent à l'Assemblée pour être dans une opposition systématique au gouvernement et à la présidence Macron? Une opposition radicale au programme de M. Macron. Après, vous savez... Au programme économique de M. Macron? Ah oui, essentiellement. Après, on va prendre, évidemment, quand on est parlementaire, on est là pour étudier tout. On me parle de la loi de moralisation. Pour l'instant, c'est une tête de chapitre. On va regarder. Moi, je suis attaché à l'éthique, évidemment, à la moralisation. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes là-dedans, ou peut-être pas. Peut-être qu'en fait, ce sera... Ce que je crois un peu. Moi, je vais vous dire les choses honnêtement.
Je n'ai pas de confiance a priori à M. Macron. Je suis en désaccord et je le prends au sérieux avec son programme économique et social. Donc je serai un opposant à ça. Je le ferai de manière démocratique et si des organisations syndicales même appellent à manifester, je serai à leur côté. Mais une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'il y aura des rapports de force qui amèneront à ce que nous pourrons faire des choses différemment, on verra. Mais je suis pas pour participer à une majorité pro-Macron, c'est clair. Si vous voulez mettre dehors ce gouvernement, ne plus voir M. Philippe, quelles que soient ses qualités personnelles, mais ce qu'il représente politiquement, M. Bruno Le Maire, tout de même homme de droite, convaincu, convaincant, pour ceux qui sont d'accord avec ça, et à Bercy, c'est quand même pas rien. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je veux un autre gouvernement. Est-ce que vous diriez que à la refondation Macron, en tout cas ce qu'il annonce comme étant une refondation politique, peut suivre une refondation Mélenchon, c'est-à-dire une reconstruction de ce qui est aujourd'hui à la gauche du Parti socialiste, en tout cas celui qui a gouverné et qui peut aller un peu plus loin, bien qu'en ce moment vous ayez tendance à vous fâcher avec tout le monde, inclus les communistes. Pas du tout. Non mais attendez. D'abord, j'entends l'idée, je la partage de ce que vous dites. En même temps, je ne veux pas utiliser ce vocabulaire. C'est-à-dire, je ne me vis pas comme à la gauche du Parti socialiste, etc. Je veux utiliser des mots que tout le monde comprend. Je suis un humaniste, républicain, laïque, écologiste. Non mais parce que dire à la gauche d'eux, pour plein de gens, c'est des caractérisations qui parfois ne sont plus tellement pertinentes. Dire que vous voulez occuper tout l'espace au nom des valeurs que vous venez d'évoquer. Mais attendez, comme toute formation politique qui se prend devant les électeurs, le but c'est de gagner. Je ne connais personne qui va à une élection en disant je suis là pour perdre. Voilà. Moi dans ma circonscription, il y a 21 candidats. Bon courage à tous, c'est respectable. Je n'ai pas l'autorité ni l'arrogance de dire toi t'as le droit, toi t'as pas le droit, et ainsi de suite. Bon, c'est même le sel de la démocratie, et c'est beau un pays où les gens s'engagent pour défendre leurs idées. Moi je pense que mes propositions sont les meilleures, sinon je ferais autre chose avec d'autres gens. Bon, alors à partir de là, on va travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Macron, c'est pas lui faire injure que de considérer que c'est un homme libéral sur le plan économique, voilà, qui ne partage pas mon idée de la puissance publique, de la relance économique, de modifier les traités européens contre le libre-échange, etc. C'est du moins sur ces thèmes-là. C'est exactement l'inverse qu'il veut faire. Voilà, très bien. Donc il a face à lui des gens qui sont cohérents. Moi, je crois que ce qui insupporte les Français, c'est les postures, c'est-à-dire des fausses oppositions. À une époque, quand M. Valls, quasiment, et la droite, on l'a bien vu, et c'est presque le succès de M. Macron, des gens étaient dans des partis différents, mais pensaient la même chose. Bon, M. Macron, la vertu de ce qu'il fait exploser le champ traditionnel, et il recompose. Très bien, M. Philippe, M. Macron, M. Le Maire pensent la même chose, M. Le Drian, ils gouvernent ensemble. Quelque part, je vois presque une logique. Je dirais presque que même la politique qu'a menée M. Cazeneuve, pardon de revenir à lui, pourrait presque être dans ce gouvernement en vérité, parce que les ruptures avec ce qui ont été fait précédemment ne sont pas si fortes que ça. Mais ça déchire aussi des organisations traditionnelles. Peut-être que la ligne de faille, elle traverse aussi le Parti socialiste, nous verrons. Mais dans cette confusion, faut de la clarté. La France insoumise, c'est clair, c'est un programme. Si on suit le score de l'élection présidentielle, le chef de l'opposition s'appelle Marine Le Pen. Mais non, mais moi, alors attendez, il y a 1 an et demi, vous m'aviez peut-être invité, on devait quasiment ne plus rien faire parce que Marine Le Pen était à 28, 30, etc. Je considère. C'est pour ça que je vous demande de constater. Non, mais j'entends bien. Non, mais elle est là. Qui va être le leader de l'opposition? Elle est là, l'extrême droite. Votre projet. Non, mais elle est là, l'extrême droite. L'extrême droite est là. Je ne sous-estime pas. Vous savez ce que je veux pas? C'est qu'en 2022, ce soit Mme Le Pen qui l'emporte. Si la seule opposition au projet de M. Macron, à sa politique, c'est l'extrême droite, eh bien, ce sera peut-être elle qui l'emportera. Je ne veux pas ça pour mon pays, pour mes enfants, pour vous, etc. Donc, moi, avec les outils démocratiques qui sont les miens, que l'on sache qu'il y a une opposition au projet de M. Macron qui peut être majoritaire aux élections qui viennent et que le peuple tranche. Vous allez vivre forcément une étape importante et la question qui est posée, c'est est-ce que définitivement la France insoumise arrive à se poser dans le paysage politique français au-delà de la personnalité incontestée de son leader, en l'occurrence de Jean-Luc Mélenchon? C'est quand même utile et un atout d'avoir... On est d'accord sur ce diagnostic? Mais Jean-Luc, aujourd'hui, il a été un formidable atout. Il est là, il nous apporte beaucoup. Évidemment, moi je suis très fier d'être son ami, engagé à ses côtés. Il a indiscutablement un talent qui permet, dans cette campagne présidentielle, de marquer l'élection qui vient. Mais ce que souhaite Jean-Luc, c'est que nous ayons le plus de parlementaires possible. On le voit bien, il y a toute une série de jeunes visages que vous avez vus dans cette campagne. Je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de parlementaires parce que c'est dans cette expérience-là que le futur aussi s'écrira. Je ne veux pas ouvrir et fermer l'interview. Allez à l'essentiel. Mais attendez, on commence avec les choses qui fâchent. Mais si effectivement il écrit à Pierre Laurent, avec qui vous avez été en compagnonnage politique pendant plusieurs années, vous êtes la mort et le néant. Mais non, mais là, vous prenez les choses... Comment dirais-je? Non, mais le Parti communiste... Excusez-moi, même s'il a un don incroyable pour utiliser les mots ont un poids, les mots sont des balles. Est-ce que vous acceptez l'idée, si tous les deux on correspondait par SMS et que
que je publie demain ces échanges de SMS. Quelle est la totalité de l'échange? Qu'est-ce qu'a dit avant Monsieur Laurent? C'est pas correct de fonctionner comme ça. Donc vous nous dites que ces mots sont choisis et que tels qu'ils ont été publiés par le Canard enchaîné, on ne peut pas en rendre compte comme ça? Je dis qu'à titre personnel, des SMS, ça ne se publie pas. Parce qu'évidemment, on va segmenter les choses. Et que sans doute, nombre de choses ont pu agacer Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais des paroles non tenues, une façon de voir les choses, d'instrumentaliser certaines choses qui peuvent être agaçantes. Nous avons souhaité jusqu'au bout avoir un accord avec le Parti communiste. On a passé 6 réunions, des nuits entières de discussion. J'aurais préféré que nous ayons un accord. Mais les négociateurs du Parti communiste voulaient avoir les 2/3 de la représentation parlementaire. Est-ce que vous pensez que ce que nous sommes, 7 millions de voix, doivent être représentés à 2/3 par des communistes? Ce n'était pas sérieux. Donc au bout d'un moment, de trop grandes exigences amènent à ce qu'il n'y ait plus d'accord possible. Je le regrette. Je préférerais, moi, dans ma circonscription, ne pas avoir de communistes face à moi, mais je tiens à indiquer que là où des députés communistes sortants ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons pas présenté de candidat face à eux. Je veux rappeler que M. Sergio Coronado, élu ELV, nous le soutenons, et beaucoup de gens, M. Ruffin, beaucoup d'autres, nous soutenons des candidats qui sont autour de nous larges. Mais le Parti communiste souhaitait absolument avoir des candidats dans toutes les circonscriptions. C'est ainsi. Il nous reste une minute. C'est ma dernière question. Il faut parler à Vladimir Poutine. Ce qui s'est passé aujourd'hui vous semble une bonne chose? Nous, on a toujours pensé que c'était quand même un pays important avec lequel il fallait avoir un dialogue exigeant. Hein. Pas du tout s'aligner. Bien souvent, ça a été fort mal interprété. Et je m'amusais tout à l'heure en écoutant. C'était intéressant le débat que vous aviez. Qu'en aurait-on dit si Jean-Luc Mélenchon avait fait la moitié de ce que fait aujourd'hui M. Poutine? Vous avez raison. Bien que, il y a eu souvent, là aussi... Surtout s'il avait reçu à Versailles, ça aurait été imaginez, ce que nous n'avons pas fait sans doute, parce que vous savez, on est assez attaché au symbole républicain. Oui. Mais au-delà de ça, discutons sérieusement. Vous voyez comment il y a eu beaucoup de polémiques. On s'est fait traiter de poutinien. Moi, je rappelle que si j'étais citoyen russe, je ne voterais pas Vladimir Poutine. Nos amis politiques en Russie, ils sont en prison. Et je suis toujours du côté soit des homosexuels qui manifestent, soit même des féministes. Le problème n'est pas celui-là, mais de faire de la géopolitique et de considérer que la France doit participer à, d'autres rapports géopolitiques qui ne sont pas toujours alignés sur la puissance américaine. Les Russes, il faut parler avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout ce que dit M. Poutine. Il faut créer des coalitions. Et j'ai envie de dire aussi, réhabiliter l'ONU. Moi, je suis choqué par la manière dont le G7 aujourd'hui apparaît comme quasiment l'instance internationale qui discute de tout. Moi, je suis un internationaliste et l'ONU doit être réhabilitée. Vous voyez? Donc, rencontrer M. Poutine, pourquoi pas? Après, reste à savoir ce qu'on lui dit et de quelle manière on a des relations avec ce peuple. Spasiba, Alexis Corbière. Spasiba Bolshoi. Merci d'être venu nous voir.